Dans 20 ans, dans 30 ans, il sera trop tard. Si notre industrie se développe au même rythme, si nous ne prenons pas garde dès maintenant, bref, si nous n'organisons pas notre avenir, dans 30 ans, nous manquerons d'eau. Dans 30 ans, les rivières du Nord, super polluées, ne recueilleront plus que l'eau plus que sale des égouts. Ajoutez à cela que les ressources naturelles souterraines seront insuffisantes pour satisfaire nos besoins. Alors, il faudra sans doute employer les grands moyens et envisager de dessaler l'eau de mer. Inexorablement, le Nord aura soif. C'est en gros ce que prévoit le livre blanc publié il y a 2 ans par l'Agence du bassin Artois-Picardie. Cependant, ne voyons pas trop les choses en noir. Rassurons-nous. Les solutions, on les trouvera sans doute car nous ne saurions nous passer d'eau. L'eau est la source de toute vie. Sans eau, il n'y a plus de vie. Plus de vie des plantes, plus de vie des animaux, plus de vie du sol. Et le désert est l'image du monde sans eau. Quoique le désert a encore un peu de vie, c'est parce qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère, de l'humidité atmosphérique, sinon il n'y aurait pas de vie du tout. Donc l'eau est la base fondamentale de toute existence végétale, animale, et par là de l'existence de l'homme. Justement, quel a été le comportement de l'homme vis-à-vis de l'eau au fil des siècles, au fil des âges, des civilisations? Eh bien, l'homme a commencé à domestiquer l'eau il y a bien longtemps. Il a domestiqué l'eau par des travaux d'utilisation des inondations. Ça a été en Mésopotamie et en Égypte, utilisation des inondations du Nil. Il a fallu faire des travaux astronomiques pour en prévoir le retour, et ça a été la base du calendrier. Il a fallu ensuite diriger l'inondation, et de la direction de l'inondation, on est passé progressivement à l'irrigation. Cette irrigation a d'ailleurs abouti finalement à des destructions de sol par excès de sel. Et aujourd'hui, les bases premières de l'agriculture, celles où a débuté l'agriculture intensive il y a 5 ou 6 000 ans, sont des déserts, de la Mésopotamie à l'Iran. Donc l'eau est un instrument à double tranchant, il faut savoir le manier à bon escient, sinon ça peut être la meilleure, mais aussi la pire des choses, mal utilisée. Pendant longtemps, nous avons donc considéré l'eau comme un don gratuit du ciel. Au cours des âges, il n'est pas une ville qui n'ait voulu s'enjoliver de splendides jeux d'eau. On a célébré les fontaines de Rome, Paris est fier à juste titre de ce spectacle du palais de Chaillot, symbole même de l'eau à profusion, de l'eau qui ne coûte rien, de l'eau belle à regarder. Partout canalisée, l'eau a jailli, rebondissant sur les vasques, vaporisant ses gouttelettes sous un rayon de soleil complice. L'eau, les poètes, les écrivains l'ont célébrée, l'eau claire et limpide des sources, l'eau calme mais mystérieuse des marécages. L'eau est même devenue proverbe. Lorsque quelque chose est évident, tout devient clair comme de l'eau de roche. Seulement voilà, l'eau de roche est de plus en plus rare et de moins en moins claire. Et d'une façon très générale, l'eau vient peu à peu à manquer. L'eau vient à manquer. En fait, l'eau manque déjà, plus ou moins selon les régions considérées et selon les saisons. Un été un peu sec et ce sont les lamentations des nantis de nos régions développées. Des étés toujours secs, un net recul de la végétation dû à de multiples facteurs, l'incapacité technique à trouver de l'eau et une certaine indifférence des pays plus développés, plus avancés, et la sécheresse prend cet aspect lamentable. Des milliers d'hommes et de bêtes agglutinés autour des dernières sources non taries. La vraie sécheresse, la voici. C'est celle que connaissent actuellement les pays du Sahel, des milliers de morts, bêtes et gens, et fort peu d'espoir d'en sortir à court terme.
Si l'on se penche sur une carte du réseau hydrographique composant le bassin Artois-Picardie, on est très vite amené à faire plusieurs constatations. 1. Ce secteur est situé à cheval sur la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Seine et la grande plaine de l'Europe du Nord-Ouest, où coulent l'Escaut et le Rhin. 2. Dans ce bassin Artois-Picardie, la dimension des cours d'eau est petite, le plus grand étant incontestablement la Somme. 3. Chaque cours d'eau constitue à lui seul un petit bassin indépendant. 4. Un facteur d'unité apparaît cependant, le sous-sol. Sur plus des 3/4 du bassin, sur des dizaines de mètres d'épaisseur, les terrains sont crayeux et perméables. La craie joue donc le rôle de réservoir naturel sous la quasi-totalité de la région. Les avantages sont certains. L'eau de pluie s'infiltrant, le ruissellement est faible. Les risques d'inondation minimes, sauf peut-être dans la vallée de la Sambre et le Boulonnais, zone où l'érosion a été importante, laissant à vif des terrains généralement imperméables. Si l'on survole cette région, une autre constatation s'impose. Aux cours d'eau naturels sont venus s'ajouter des cours d'eau artificiels, les canaux. Dans le bassin Artois-Picardie, ce réseau artificiel est particulièrement dense. Très vite, le peu de relief de la région a incité l'homme à canaliser les rivières et à les faire communiquer. Les canaux sont apparus dès le XVIIe siècle et c'est en 1810 que le bassin de la Seine et la région du Nord ont été mis en communication par l'ouverture du canal de Saint-Quentin. Dernière étape de cette canalisation, la liaison à grand gabarit Dunkerque-Valenciennes, artère économiquement indispensable, est actuellement la plus importante voie d'eau du bassin. Seules quelques rivières côtières sont restées indépendantes sur le plan de l'hydraulique. Il en est ainsi de l'Aliane, de l'Authie et pour quelque temps encore de la Canche. Cela dit, les ressources en eau du bassin sont-elles suffisantes? La région du Nord est en fait une région extrêmement riche en eau. D'abord parce qu'il y pleut beaucoup, et ensuite parce que son sous-sol est formé de roches calcaires qui emmagasinent des quantités considérables d'eau. Par conséquent, normalement, la région du Nord devrait être une région où les ressources en eau sont abondantes. En fait, ces ressources en eau sont insuffisantes, s'avèrent en tout cas insuffisantes du fait de la très forte industrialisation et de la très forte urbanisation de cette région du Nord-Pas-de-Calais. On a pu calculer, par exemple, que les ressources permettent, en année normale et en période d'étiage, c'est-à-dire à la période de plus basse ressources en eau, permettent l'utilisation à peu près d'1 mètre cube par jour et par habitant en moyenne. Mais ceci tout compris. Or, si chacun d'entre nous, sur le plan privé, n'utilise pas 1 mètre cube par jour et par habitant, on utilise même beaucoup moins, l'industrie, elle, utilise des quantités considérables d'eau. Or, il faut savoir que du fait de cette intense urbanisation et de cette intense industrialisation, ce n'est pas 1 mètre cube par jour et par habitant qu'on utilise, mais c'est plus de 3 mètres cubes par jour et par habitant en moyenne, ceci tout compris industrialisation, ressources et utilisation publique. Autrefois, la Flandre était réputée pour ses moulins à vent. Actuellement, chef-d'œuvre en péril, on s'efforce de les restaurer en attendant peut-être, crise de l'énergie obligeant, d'en tirer un nouveau parti. Si Don Quichotte voulait engager une nouvelle bataille, il pourrait tout aussi bien défier les châteaux d'eau. Partout, ils ont surgi, véritables témoins de l'urbanisation, du développement du confort. Le château d'eau, c'est la preuve de la venue de l'eau courante, de l'abandon des puits, des fontaines communales. C'est aussi malheureusement la fin des pompes à main des coins de rue. C'est à l'évidence même l'organisation de la distribution de l'eau. C'est la preuve incontestable que l'eau est partout, à la disposition de tous. Seulement voilà, encore faut-il savoir se servir de l'eau dans une société marquée par une industrialisation et une urbanisation croissante. Chaque mètre cube d'eau est utilisé plusieurs fois, ce qui revient à dire que cette eau est donc salie et salie exagérément, ce qui entraîne une pollution considérable de toutes les ressources en eau, aussi bien d'ailleurs des eaux de surface que même à l'heure actuelle des eaux de la nappe phréatique, et ceci est beaucoup plus grave. Les eaux de surface, il faut savoir, sont polluées à peu près sur toute la région et polluées de façon extrêmement intensive. C'est la région, au point de vue eau,
la plus polluée de France. Les rivières du Nord sont à peu près polluées dans la totalité de leur parcours, sauf dans la petite partie supérieure qui correspond à leur source. Et en ce qui concerne la nappe phréatique, eh bien, toute la zone correspondant au sud de l'île et dans la région de Douai est déjà en cours de pollution extrêmement inquiétante. En France, on estime que c'est en 1964 que pour la première fois, on s'est préoccupé de mener une vraie politique de l'eau. À la base de cette politique, la loi du 12 décembre 1964, une loi qui prévoyait l'installation progressive d'organismes régionaux destinés à étudier, coordonner, mettre en œuvre toute action relative à rendre compatibles les ressources et les besoins en eau. Les agences financières de bassin, elles, furent installées en 1967. Il s'agit d'établissements publics de l'État pouvant percevoir des redevances sur les agents contribuant à la détérioration de la qualité de l'eau, effectuant des prélèvements ou modifiant le régime général des eaux. En fait, l'une des premières tâches des agences était de faire ressentir à l'ensemble des utilisateurs la nécessité de la solidarité. Une des premières préoccupations de l'agence de bassin Artois-Picardie fut de prévoir les besoins en eau régionaux et surtout de savoir jusqu'à quelle date les ressources naturelles seraient suffisantes. Jusqu'à la fin du siècle, on doit y arriver avec nos ressources actuelles, en économisant bien l'eau, en la mobilisant et en stockant l'hiver celle qui sinon s'écoulerait dans les crues des rivières. Ensuite, il faudra sans doute passer vers la fin du siècle au dessalement de l'eau de mer ou à d'autres types de solutions qu'on n'envisage peut-être pas encore actuellement. Donc de l'eau en quantité suffisante, on peut le constater, on peut le souhaiter. Avec des efforts. Avec des efforts, il faut bien le dire, avec des efforts. Et si on fait ce qu'il faut. Alors, les efforts sont à faire par monsieur tout le monde. Aussi bien par l'industriel que par le consommateur individuel. Ah oui. Alors dans ce domaine-là, est-ce que les mentalités peuvent évoluer? Est-ce qu'elles peuvent évoluer? Est-ce qu'on peut les inciter à évoluer? Elles peuvent évoluer, elles doivent le faire. Elles doivent le faire parce que elles n'ont pas beaucoup changé ces temps derniers. On a toujours l'impression, et je m'en suis rendu compte quand on s'adresse dans une conférence à des gens intéressés même et au courant de ces problèmes, que leur première réaction est de penser, eh bien, le problème de la pollution et des économies d'eau, c'est le problème des autres. C'est le problème des autres. Vraiment, la pollution, ce sont les gros pollueurs. Les questions de pénurie d'eau sont les gros consommateurs. C'est vrai, mais chacun d'entre nous peut faire quelque chose et doit faire quelque chose, si vous voulez. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, population et industrie sont très concentrées. Pour la population, on estime à quelques 230 millions de mètres cubes le volume des prélèvements effectués dans les nappes pour la consommation individuelle. 230 millions de mètres cubes par habitant, cela revient à dire qu'en moyenne, chaque habitant du Nord-Pas-de-Calais utilise 51 mètres cubes par an. Consommation relativement modeste en comparaison des consommations enregistrées dans les grandes villes de France et à l'étranger. Déjà, aux États-Unis, le consommateur moyen utilise 2 fois plus d'eau que le nordiste et les statisticiens américains estiment que la consommation individuelle de l'eau devrait doubler tous les 15 ans. Comment expliquer ce faible volume de la consommation régionale, si ce n'est en raison du retard qu'accuse le parc immobilier régional en matière d'équipements sanitaires, et ce, bien que 95% des logements soient desservis en eau potable. Ces constatations faites, les besoins en eau à usage domestique restent globalement relativement stables. Nous buvons 1% de l'eau que nous consommons. Et dans un ménage, 13% du volume d'eau sert à la vaisselle, 13 autres % à la lessive, 70% aux besoins sanitaires. Ajoutez à cela l'eau qui arrose votre jardin ou celle que vous utilisez pour laver votre voiture. Consommation individuelle, première source de gaspillage. Pour se laver, il faut savoir qu'une douche est plus économique qu'un bain. Et c'est aussi beaucoup plus sain. Dès lors que nous utilisons de l'eau, nous devenons des pollueurs.
Cette pollution individuelle, même si elle ne prend pas les allures spectaculaires des grosses sources de pollution industrielle, cette pollution domestique donc est importante. Pour mener à bien la lutte contre la pollution individuelle, les agences de bassin perçoivent par l'intermédiaire des communes une redevance calculée en fonction du nombre d'habitants vivant en agglomération. C'est ainsi que le consommateur que vous êtes participe indirectement à l'installation de canalisations d'égouts, participe aux travaux d'assainissement ou encore à la construction d'une usine d'épuration d'eau usée. La solidarité en matière d'eau, c'est tout cela. L'eau produite de consommation, c'est la rançon du développement économique, c'est presque la rançon du progrès. Insensiblement, l'eau du robinet a pris mauvais goût. Et ce, alors que l'on nous expliquait que l'eau du robinet était bonne à boire, limpide, sans bactéries, traitée ici au chlore et là à l'ozone. Instinctivement, les consommateurs que nous sommes se sont méfiés de cette eau, presque fabriquée. Alors, mus par une sorte d'instinct de conservation, nous nous sommes rués sur les eaux en bouteille. Il y a 15 ans, eau minérale réservée aux traitements médicaux, eau pour les reins, pour le foie, eau pour les rhumatismes. Maintenant, on achète de l'eau pour boire, tout simplement. Ainsi sont apparues les maxi-bouteilles qui, en fait, n'ont été inventées que pour vendre de l'eau dans un emballage en plastique. Le système étant à ce point absurde que souvent, les fabricants de matières plastiques ont pris le contrôle de sociétés exploitant les eaux minérales, et ce pour être bien sûr de vendre leurs bouteilles à jeter. Dès lors, on prend conscience de l'absurdité d'un tel système. À côté de cette industrialisation de l'eau potable, on assiste par contre à un regain d'intérêt pour les sources qui jaillissent à la campagne. Par famille entière, le dimanche, on va faire sa provision d'eau pour la semaine. Petit à petit, on reprend conscience de la valeur de l'eau. Petit à petit, on prend conscience du fait que l'eau pourrait venir à manquer un jour. L'eau va manquer. L'eau va manquer parce que si nous continuons à nous multiplier inconsidérément, nous les hommes, et si nous continuons à multiplier inconsidérément la production industrielle et l'urbanisation, qui exige beaucoup plus d'eau que la campagne, nous manquerons certainement d'eau avant la fin du siècle. Alors, quelles mesures va-t-on prendre ? Eh bien, il y a une source d'eau que l'on envisage, c'est la désalinisation de l'eau de mer. Là, les ressources sont très importantes. En attendant, on commence à transporter des icebergs. Au Danemark, on a transporté. En Californie, on envisage d'en transporter des glaces que l'on traîne dans les océans et c'est de l'eau douce que l'on dégèle ensuite à l'arrivée ici. Mais ça, c'est un capital de glace limité, donc c'est une solution transitoire et provisoire. La désalinisation de l'eau de mer exige des quantités considérables d'énergie et nous manquons d'énergie. Alors on envisage l'énergie atomique, mais l'énergie atomique, par ses déchets radioactifs, est pleine de dangers. Alors on ne sait pas où nous allons. Vous croyez qu'il faut arriver à une révision déchirante des conceptions de l'économie ou de la société pour pouvoir conserver de l'eau et il faut arriver à une révision totale des conceptions de la société. Si nous continuons l'accroissement actuel de la population et de la production industrielle, on sait maintenant qu'il y a un effondrement total de notre civilisation dans le courant du siècle prochain. Simplement, la seule discussion est de savoir si ça aura lieu au début ou à la fin du siècle. Par ailleurs, nous considérons le climat actuel de l'Europe, du monde, comme une donnée de fait, et on a tendance à croire qu'elle est intangible. Or, nous savons bien qu'il y a quelques milliers d'années seulement, les glaciers arrivaient jusqu'aux portes de Lyon ou jusqu'aux portes de Copenhague. Bon, est-ce qu'il y aura un cycle de refroidissement? Nous savons qu'il y a eu des périodes de pluie abondante et des périodes de désert. Vers quelle évolution allons-nous? Alors, nous multiplier inconsidérément et gâcher l'eau inconsidérément comme nous le faisons me paraît être une politique de folie. L'agglomération L'Île-Roubaix-Tourcoing est l'une des plus denses de France.
Il n'y a pas si longtemps, elle était alimentée en eau potable par l'eau souterraine puisée dans une nappe dont on devait vite s'apercevoir qu'elle tendait à s'épuiser. Pas question de recourir aux eaux de surface aux abords de l'agglomération, ces eaux sont toutes très polluées, pollution due en grande partie aux industries qui depuis un siècle et demi se développent dans la région. Pour la métropole Nord, il fallait donc aller chercher l'eau plus loin mais pas trop loin, dans une rivière non polluée et au débit suffisant. C'est ainsi que fut choisie la Lys, le lieu de prélèvement R étant situé à une 60aine de kilomètres de l'île. Dans ce réservoir, 100 000 mètres cubes d'eau. La consommation de notre population, en ce qui concerne la consommation domestique, elle est relativement faible dans notre région. Elle est de l'ordre de 70 mètres cubes par an et par habitant, ce qui est de l'ordre de la moitié de la consommation française. À quoi cela tient? Probablement aux conditions atmosphériques, probablement aussi au retard dans le développement du sanitaire, et peut-être aussi au prix de l'eau, qui est d'ailleurs assez élevé dans notre région, parce que nous devons traiter des eaux, nous devons les élever, et nous avons absolument, nous sommes en aucune façon avantagés par rapport aux autres régions françaises. Notre prix de vente de l'eau est sensiblement le même que celui de Paris. Donc il y a quand même une consommation importante qui se fait sur la communauté urbaine, à tel point qu'on est obligé d'aller chercher de l'eau un petit peu loin maintenant. Alors, est-ce que les ressources sont suffisantes? La puissance des usines actuelles de la Société des eaux du Nord et de la régie communautaire est de 280 000 m3 jour, pour une consommation qui est de l'ordre de 200-220 000 m3 jour en moyenne. C'est dire tout de même que nous avons une marge assez faible, parce que la puissance de 280 000 m3 jour correspond à toutes les usines en marche et complètement. Alors, pour augmenter nos ressources et faire face à l'augmentation de la consommation, il a été créé l'usine d'Aire-sur-la-Lys. L'usine d'Aire-sur-la-Lys, c'est l'amener d'eau à l'agglomération lilloise, dont le coût a été environ 12 milliards et qui sera complété par le transfert Canche-Lys lorsque nous disposerons de la déclaration d'utilité publique pour pouvoir faire ce travail. Voici donc l'usine d'Aire-sur-la-Lys, l'un des plus beaux fleurons de l'équipement réalisé pour l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing par la communauté urbaine de Lille. L'usine elle-même n'est qu'un des éléments d'un vaste complexe extrêmement moderne où les techniques les plus poussées ont été mises en application. La station de traitement d'eau potable et de pompage peut actuellement, rappelons-le, traiter 100 000 m3 d'eau par jour, le débit pouvant être doublé dans un très proche délai. Tout d'abord chlorée puis décantée, l'eau est ensuite filtrée dans des cuves de béton remplies de sable. Ensuite, cette eau sera stérilisée, la stérilisation étant effectuée par l'ozone, cette ozonation éliminant la plupart des micropolluants, les virus, etc. Précisons que l'ozonation donne à l'eau une légère teinte bleutée. Toute cette installation étant en permanence surveillée par l'électronique. Allô Raymond, il y a un défaut sur le déclenchement moteur de la grille de... Le moindre défaut est immédiatement décelé. Le consommateur de Lille-Roubaix-Tourcoing n'en saura jamais rien, vraisemblablement. Cette usine est l'une des pièces maîtresses dans le dispositif devant assurer de l'eau à l'agglomération à l'horizon 80. Au-delà, il faudra aller chercher ailleurs, plus loin, encore plus loin, mais en observant certaines règles élémentaires. 1. Il faudra renoncer à exploiter systématiquement toutes les nappes souterraines, sinon on fera disparaître des rivières. 2.
Il faudra laisser jouer à certains cours d'eau leur rôle naturel de collecteurs tout en régularisant leur débit. En multipliant les précautions et en sachant jouer avec les rivières, en les spécialisant, on devrait pouvoir atteindre l'an 2000 en respectant un équilibre naturel pourtant fragile. Mais attention aux faux pas, attention aux erreurs, car pour certains projets, le barrage sur la Canche notamment, l'unanimité a bien du mal à se faire. En fait, le projet consiste à faire un pompage des eaux de la Canche, mais très en amont, c'est-à-dire à peu près au niveau de la ville d'Hesdin, pour amener ces eaux par canalisation jusque dans la région de la métropole nord, l'île Roubaix-Tourcoing, et pour donc permettre une amélioration de l'alimentation en eau du centre de la région. Mais en fait, le barrage sur la Canche n'améliore absolument pas du tout ce système. Il va barrer un estuaire pour faire un plan d'eau qui sera essentiellement à usage touristique. Aucun pompage, aucun prélèvement d'eau ne se fait dans le barrage lui-même. Par conséquent, n'a rien à voir avec le pompage et l'alimentation en eau de la région du Nord. Par contre, il risque d'avoir des conséquences extrêmement néfastes, extrêmement même catastrophiques, sur la faune marine et en particulier sur les poissons de mer, car il faut savoir que les estuaires, et ceci est valable pour l'estuaire de la Canche comme pour tous les estuaires du monde, que c'est au niveau des estuaires que se fait essentiellement l'élevage des embryons de poissons, l'élevage des alevins. La plupart des poissons de mer grandissent au niveau des estuaires et se nourrissent de la production qu'on appelle production primaire ou secondaire, c'est-à-dire les micro-organismes et les petits organismes qui croissent et se développent dans les estuaires, et ce sont de ces petits organismes que se nourrissent les poissons de mer. D'ailleurs, c'est bien connu du fait que les poissons, les jeunes poissons, les petits poissons sont toujours concentrés au niveau des estuaires, et que pour cette raison-là, la pêche industrielle est interdite au niveau des estuaires. Jusqu'à présent, nous nous sommes essentiellement préoccupés de la consommation individuelle de l'eau, avec cette constatation que fort peuplée, la région n'a pas encore atteint le seuil limite de la consommation individuelle. Il est vrai que par le jeu du recyclage de l'eau, chaque mètre cube a plusieurs utilisateurs. Mais à côté de la consommation individuelle, existe la consommation liée au développement de l'industrie. La population consomme environ 2300 millions de mètres cubes par an. L'industrie, elle, tire 320 millions de mètres cubes d'eau dans les nappes et 600 millions de mètres cubes d'eau de surface. Au total donc, près de 1000 millions de mètres cubes pour une industrie qui représente les 9/10 des laines peignées, la moitié du charbon extrait en France, le tiers du sucre, de la teinture et des engrais azotés, le quart de la bière et de l'acier, le 5e de l'électricité thermique et du papier carton. Au total, donc, des industries de transformation, grosses utilisatrices d'eau, des industries extrêmement polluantes, la seconde bataille que l'on doit engager dans le bassin Artois-Picardie est donc bien la bataille de l'eau propre. C'est un bassin très peuplé, au moins au nord de l'Artois, avec la région lilloise, le bassin minier, très industrialisé aussi, et dans lequel les pollutions ne sont pas très diluées, donc, parce qu'il n'y a pas énormément d'eau. Lorsqu'on lit le livre blanc de l'agence de bassin, on s'aperçoit qu'on en est arrivé à une certaine spécialisation des cours d'eau. Alors c'est peut-être un peu affolant de spécialiser des cours d'eau. C'est fait a priori ou c'est le fait d'une politique à long terme? C'est le fait d'une politique, mais cette spécialisation, c'est-à-dire classer les cours d'eau en 3 catégories, des cours d'eau sur lesquels les efforts devront être rapides et importants, et des cours d'eau de 3e catégorie sur lesquels les efforts seront moins rapides en un premier temps, ça n'équivaut pas du tout à abandonner ces derniers à leur triste sort et à considérer qu'ils seront des égouts. Ça, je crois qu'il faut bien le dire clairement et avec force. Ça n'est pas une politique du pire. C'est simplement une priorité
parce qu'on se rend compte que l'on ne peut pas faire le même effort partout, qu'un franc investi sera beaucoup plus utile ou utile à un plus grand nombre d'habitants s'il est investi haut dans le bassin. Pendant une comparaison, quand vous sortez de votre bain, vous ne commencez pas par vous essuyer les pieds. Faute de quoi, quand vous aurez essuyé les pieds, ils seront à nouveau mouillés par l'eau qui vous dégringolera du dos. Vous commencez par vous essuyer la tête, et bien c'est ce qu'il faut faire, semble-t-il, en commençant par épurer le haut des cours d'eau. En spécialisant les cours d'eau, l'agence de bassin estime que l'on peut mieux surveiller l'évolution de la pollution, quitte à condamner provisoirement une rivière à devenir un véritable égout à ciel ouvert. C'est notamment le cas de la Deûle qui est trop connu malheureusement des Lillois. Pour ce qui concerne l'industrie, les actions à mener sont nombreuses et variées. On ne peut envisager de trouver de solutions miracles, de solutions passe-partout. Résoudre le problème de l'industrie chimique est déjà suffisamment complexe, les effluents provenant de certaines fabrications étant par nature assez peu biodégradables. Pour en savoir davantage sur les incidences du développement de la chimie sur l'état des eaux dans le Nord, nous avons envisagé le cas du numéro 1 de la chimie dans la région, Eugene Kuhlmann. Cette firme emploie 3200 personnes dans ses établissements régionaux, dont les plus importants sont situés à la Madeleine, en bordure de la Deûle précisément. Pour ses besoins de fabrication, l'usine pompe environ 4800 mètres cubes d'eau dans la Deûle et utilise également les ressources d'un forage particulier. L'usine possède son propre système d'épuration, un système qui permet du reste de distribuer dans l'usine 10 qualités d'eau différentes. Bien entendu, la qualité de l'eau de la Deûle pose de nombreux problèmes à tel point qu'il faut utiliser de l'eau potable pour fabriquer l'eau déminéralisée qui devra alimenter les chaudières. Nous avons deux catégories d'eau résiduaire, des eaux qui ressortent simplement un peu réchauffées, qui représentent 90% de nos rejets, et des eaux qui peuvent contenir des produits utilisés dans notre usine, que nous appellerons, si vous voulez, les eaux résiduaires. Ce sont surtout des produits minéraux qui n'apportent donc pas de pollution organique dans la Deûle, mais il peut arriver qu'il y ait une certaine pollution. Nous surveillons de très près la qualité de ces eaux. Nous avons du personnel au laboratoire qui s'occupe en permanence de la surveillance de la qualité de nos rejets et aussi de la qualité de l'eau que nous prenons dans la Deûle pour pouvoir l'utiliser. Donc votre souci est de polluer le moins possible et je pense que ça nécessite la mise au point, l'installation de stations d'épuration ou de stations de recyclage. Alors, à chaque fois que nous montons une installation nouvelle, nous essayons de prévoir au maximum la purification des rejets ou le recyclage des eaux résiduaires pour éviter les rejets. Pour toute installation nouvelle, nous commençons par étudier le projet et par prévoir des installations pour traiter les eaux résiduaires ou les recycler. Pour des installations plus anciennes, nous avons un programme d'investissement important qui est approuvé par l'agence de bassin et qui va nous permettre d'améliorer la qualité des eaux dans l'avenir. Nous avons un programme en 1975 et 1976 qui se monte à 2 400 000 francs en 1975 et 3 400 000 francs en 1976. Nous avons deux organismes principaux qui assurent la surveillance. C'est d'une part les établissements classés qui, au stade du projet, avant la construction, vérifient que nous avons bien pris toutes les précautions nécessaires pour traiter nos rejets. Et d'autre part, l'agence de bassin qui, par un système de taxes et de subventions, incite les industriels et les collectivités locales à traiter leurs eaux le mieux possible. Autre industrie particulièrement implantée sur la métropole, l'industrie textile. Une industrie qui boit beaucoup, car pour faire une tonne de drap, il faut environ 200 mètres cubes d'eau. On prévoyait d'augmenter le nombre de mini-stations d'épuration dans cette industrie textile. Or, il semble bien que l'on se soit heurté à plus d'une difficulté.
Tout d'abord parce qu'implantées au cœur des villes, les entreprises ne disposent pas forcément de beaucoup de place pour installer leur propre dispositif de traitement d'eau résiduaire. La solution viendra peut-être de la restructuration de cette industrie textile que certains prévoient déjà. Deuxième problème, un problème technique qui reste à résoudre. Le traitement des eaux de teinturerie ne semble pas encore tout à fait au point. Cela dit, l'agence de bassin incite toutefois les industriels à s'équiper. Une vingtaine d'entreprises vont recevoir une aide substantielle dans le courant des mois à venir et parmi celles-ci, l'industrie textile n'a pas été oubliée. C'est sans doute au cœur de la métropole que l'on peut prendre conscience de la dimension internationale du problème de l'eau. Les rivières coulant vers la Belgique, nos voisins d'outre-Kiévrin devraient bénéficier de nos efforts. Industriels français et belges puissent également dans la même nappe. Encore faudrait-il qu'ils puissent également. Or, si l'industrie française semble avoir stabilisé le niveau de ses prélèvements, il semble bien que la croissance des prélèvements belges continue à faire baisser dangereusement le niveau de la nappe. Une politique communautaire de l'eau est-elle impossible à mener? À cette question, il conviendrait de répondre très rapidement. Après la métropole, c'est la zone du littoral allant de Boulogne à Dunkerque qui devrait se développer le plus rapidement au cours des prochaines décennies. Un pôle essentiel, bien sûr, Dunkerque, Fos-sur-Mer bien avant la lettre. Dunkerque où toutes les industries commanderont une consommation d'eau de plus en plus importante. Cette industrie lourde, ce sera la sidérurgie bien sûr, mais aussi la chimie. CDF Chimie ne vient-il pas d'annoncer la création d'un vapocracker sur la zone industrielle? Cette industrie, ce sera aussi le traitement de l'aluminium, donc la création de centrales thermiques puis de centrales nucléaires. Bref, l'eau sera mise à toutes les sauces du développement. D'autant plus que la population aura plus que doublé sur ce secteur d'ici à la fin du siècle. La consommation d'eau, elle, aura triplé. Alors, il faudra envisager des solutions nouvelles. Exploiter la nappe souterraine, capter les eaux de l'AM, prélever l'eau dans l'Aa et stocker vers Drincham sur un lac artificiel. Enfin, on prévoit d'ores et déjà qu'il faudrait faire appel à l'eau de mer. Autant de problèmes aux côtés desquels les réalités actuelles de l'exploitation d'usineurs semblent de petite dimension. Et pourtant, pour faire une tonne d'acier, une seule tonne d'acier, il faut déjà beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, énormément d'eau. L'industrie sidérurgique est une grosse consommatrice d'eau et suivant les produits fabriqués, on consomme de 100 à 200 mètres cubes à la tonne d'acier. Les installations mises en place par Usinor pour alimenter le complexe sidérurgique de Dunkerque sont exemplaires. L'ensemble est cohérent, efficace, le problème de l'eau ayant été au premier rang des préoccupations des promoteurs de cette opération. La proximité de la mer offrait aussi certains avantages, des avantages tentants. Pourquoi en effet ne pas plus utiliser l'eau de mer? La mer, véritable ressource quasiment inépuisable, réserve à manipuler cependant avec précaution, car très vite, on en serait arrivé à maltraiter l'eau de mer de la même façon que l'on avait maltraité l'eau douce. L'expérience d'Usinor est intéressante tout d'abord parce qu'elle montre que même sans incitation des pouvoirs publics, le problème de l'eau compte aux yeux des industriels. Pour l'agence de bassin, l'expérience est concluante car elle peut aussi servir d'argument pouvant décider les industriels se faisant tirer l'oreille. C'était au départ déjà un problème important parce que la région du Nord n'est pas très riche en ressources en eau douce. Et que lors de la création de l'usine, on était limité à un débit de 20 000 m3 jour comme eau consommée pouvant être prise dans l'Aa. Et d'autre part, la diversité des utilisations nécessite des installations de recyclage plus ou moins élaborées, des installations de traitement également plus ou moins élaborées. On s'aperçoit finalement que l'on n'est pas loin de considérer l'eau comme étant une véritable matière première. Une matière première avec laquelle il faut compter.
une matière première que l'on peut récupérer, donc un élément que l'on a tout intérêt à sauvegarder. Il faut étudier les moyens de récupérer et de recycler l'eau. Il faut développer l'industrie d'abord modérément et voir quelles sont les industries qui sont indispensables. Le type de l'industrie non indispensable, c'est l'automobile individuelle, qui ne peut pas se développer inconsidérément. Bon, mais alors, on a des usines utilisatrices d'eau. Si elles payent l'eau et si elles payent le dégât qu'elles portent aux rivières par leurs défluents et par leurs déchets, elles sont amenées à prendre des mesures pour recycler l'eau. Les sucreries refroidissent les eaux et les réutilisent. Il faut une taxe sur l'eau qui oblige à ce recyclage. Il faut une taxe sur les pollutions qui oblige aux stations d'épuration. Et à ce moment-là, on pourra développer l'industrie avec les mêmes ressources en eau qu'actuellement et sans dégrader les rivières comme on le fait actuellement. Les eaux manquent partout parce que nous les utilisons d'une façon inconsidérée. J'ai appris à nager dans la Scarpe aux environs d'Arras. Je ne pense pas que les Arageois continuent à se baigner aujourd'hui dans la Scarpe. Jusqu'à présent, nous n'avons considéré l'eau que comme un produit de consommation, une matière première indispensable au développement de l'industrie. Cela nous a fait complètement oublier que l'eau, au même titre que les arbres, fait partie de notre cadre de vie, l'eau fait partie du paysage. De l'eau, on peut tout faire, la transporter en canalisation, lui faire parcourir des centaines de kilomètres, s'en servir, l'épurer, s'en servir à nouveau. Il faut songer aussi à en faire autre chose qu'un instrument de travail. Il faut que l'eau s'intègre dans un cadre de délassement et de loisirs. Malheureusement, partout où l'on se penche sur l'eau, on s'aperçoit que sa qualité est menacée, même dans les petits coins que l'on fréquenterait volontiers pendant le week-end. C'est le canal Moldéré qui a été creusé en la guerre 14 à peu près. Et c'est alimenté par quelles eaux ça? Par les marais, c'est-à-dire dans le temps c'était de l'eau de source et de l'eau de pluie. Maintenant, les égouts ils se déversent à l'intérieur, alors ça devient de l'eau, vous voyez, le purin, c'est du vrai purin. Il y a quand même des poissons, il y a quand même une vie aquatique. Il y a des poissons, mais il y en a à peu près, on en trouve 1 kilo de mort tous les semaines, quoi. Dans des carpes, comme ça. Des tanches, des brèmes, enfin un petit peu de tout. Mais selon vous, le problème de l'eau, c'est un problème important ça pour très important, hein. Parce que c'est capable d'apporter quand même toutes sortes de maladies. Hein, vous voyez la couleur de l'eau, là. Tous les égouts de toutes les communes se déversent, hein, que ce soit Paluel, Écourt, Rumocourt. C'est une facilité qui coûtera cher aux communes un jour ou l'autre. Dans la lutte pour la qualité de l'eau, les collectivités locales doivent prendre une part de plus en plus importante. À leur égard, le rôle d'incitation de l'agence de bassin joue relativement bien. Pour une station mise en œuvre par une collectivité locale, la subvention est de l'ordre de 25 à 30% du montant total de la construction. À ce rôle d'incitateur vient s'ajouter un rôle de conseiller. L'agence est là pour apporter toute l'aide technique nécessaire dans la programmation des travaux. Dès que la réalisation d'une station est décidée, c'est un petit peu la course au prêt. La subvention est quelque chose, le financement en est une autre. Et le plus souvent, on fait appel pour les prêts à long terme à la Caisse des dépôts et consignations ou bien, dans le cas de communes rurales, aux caisses de crédit agricole. Dans la lutte contre la pollution, l'action de certains groupes de pression est déterminante. Les associations œuvrant pour la protection de la nature se sont multipliées ces dernières années. Un mot revient sur toutes les lèvres, c'est un petit peu la dernière manie que de parler d'écologie. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que de la manifestation peut-être tardive de notre instinct de conservation. À la pointe du combat, les pêcheurs à la ligne. Directement engagés dans la bataille pour la qualité de l'eau, ils agissent en véritables gendarmes. Les pêcheurs vont dans le Pas-de-Calais, vont dans la Somme, et puis un peu dans le nord vers le littoral. On dit que les pêcheurs sont très actifs pour se battre, pour obtenir que les cours d'eau soient de moins en moins pollués. C'est une force de pression importante? Je crois. Elle est de plus en plus forte, cette pression, puisque un tas de gens s'intéressent à la question maintenant. On voit des organisations comme Nord Nature, ce qui était impensable il y a 20 ans. Nous espérons que la Lys redeviendra propre en 1976, si ce que nous a dit l'agence de bassin était justifié.
On pourrait espérer que la Deule l'aurait été avec la station d'épuration de Marquette-les-Lilles. Hélas, les espoirs des pêcheurs ont été déçus.